Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. La semaine dernière, on vous a parlé du premier vol de la Longue Marche 5B et du vaisseau habité chinois de nouvelle génération. Ce premier vol a eu lieu il y a 7 jours et la mission est maintenant terminée. Le lanceur et sa charge utile semblent avoir fonctionné à la perfection. La Longue Marche 5B a injecté le vaisseau d'une vingtaine de tonnes en orbite basse, ce qui démontre qu'elle est capable d'assurer la mise en orbite de la nouvelle station spatiale chinoise à partir de l'année prochaine. Le vaisseau a par la suite mené une série de 7 manœuvres propulsives augmentant progressivement son apogée, jusqu'à une altitude de 8000 km environ. « 67 heures après sa mise en orbite, il a déclenché sa rentrée atmosphérique par une nouvelle mise à feu de ses propulseurs. Il a pénétré dans l'atmosphère terrestre à très grande vitesse, plus de 9 km par seconde, avant de finir sa descente sous 3 parachutes. L'impact avec le sol a été amorti par des airbags, signifiant ainsi la fin de la mission. Avec ce vol, l'agence spatiale chinoise démontre qu'elle dispose d'un vaisseau capable de mener des missions au-delà de l'orbite basse, et peut-être même jusqu'à la Lune. C'est en tout cas une ambition qui a été affichée sur les chaînes de télévision du pays. Les plans lunaires chinois restent cependant encore vagues. La Longue Marche 5 n'a clairement pas la puissance requise pour propulser à elle seule une mission jusqu'à la surface de notre satellite. Le pays devra donc développer un lanceur plus puissant, ainsi qu'un atterrisseur lunaire. Pékin ne semble de toute manière pas vouloir faire la course avec Washington. Le pays va probablement se donner une décennie supplémentaire avant de tenter l'aventure. Ce qui n'empêchera pas le vaisseau de mener des missions intéressantes d'ici là. Lors de son premier vol, il a emporté une série d'expériences très innovantes. Il a par exemple été chargé avec des graines. Une manière pour les équipes chinoises d'évaluer l'impact des radiations de la ceinture de Van Allen sur le vivant. Le vaisseau a par ailleurs procédé à une expérience de fabrication additive en microgravité. Une imprimante 3D a assemblé une structure en forme de nid d'abeille à partir de matériaux composites. Une première mondiale selon la CAST. Le vol a par ailleurs permis de déployer un système gonflable de bouclier atmosphérique. Il doit permettre à des modules cargo de revenir sur Terre à moindre coût. Cette première tentative n'a cependant pas été concluante, puisque le système a été détruit lors de l'expérience. Voilà qui devrait en tout cas doper les participants du programme Artemis, l'initiative américaine de retour sur la Lune. Les Chinois ne sont certes pas pressés, mais ils avancent tout de même vers leur objectif de manière sûre et régulière. La Longue Marche 5 devrait lancer en fin d'année la mission Chang'e 5, qui ramènera les premiers échantillons lunaires depuis la fin de la course à la Lune, alors qu'on attend toujours le premier lancement du programme Artemis. Au cours des 2 dernières années, 4 missions lunaires ont été lancées, mais aucune sous drapeau américain. Les choses devraient cependant rapidement accélérer grâce au programme CLPS. Il devrait permettre en moyenne 2 lancements vers la Lune par an à partir de l'année prochaine. De quoi tester rapidement les technologies nécessaires à Artemis. Bien sûr, tout le programme lunaire américain pourrait être remis en question suite aux élections présidentielles de novembre. Mais avec une pression chinoise plus forte que jamais, démocrates et républicains vont peut-être devoir aligner leurs vues. On va continuer ce DNDE avec quelques nouvelles de lanceurs et autres véhicules spatiaux. Depuis maintenant 10 ans, la navette automatique X-37B de Boeing remplit des missions secrètes pour le compte de l'armée de l'air américaine. 2 véhicules ont été construits. Ils se passent le relais pour des séjours de plus en plus longs en orbite. Le dernier en date a duré plus de 2 ans et s'est achevé en octobre 2019. La plus secrète des navettes spatiales est dorénavant prête à reprendre ses activités. Le 16 mai, une fusée Atlas V emportera un des 2 exemplaires de la X-37B pour une nouvelle mission. Ce vol dénote quelques changements dans le programme. Ce n'est plus l'US Air Force qui procédera au lancement et au suivi du véhicule, mais la toute nouvelle Space Force créée par le président Trump. Bon, les 2 organisations restent pour le moment très étroitement liées,
Dans la pratique, ça ne devrait donc pas changer grand-chose. Côté communication, l'armée américaine est étonnamment ouverte sur les charges utiles transportées. Le lancement de samedi emportera plus d'expérience que les précédents. Pour la première fois, la navette pourra stocker certaines de ses charges utiles dans un module de service. Elle emporte avec elle Falcon Sight 8, un micro-satellite qui devrait procéder à des démonstrations de technologie. La NASA s'est aussi invitée sur le vol et embarquera 2 expériences visant à évaluer les effets du milieu spatial sur des matériaux et des graines. On doute cependant qu'elle compare ses résultats avec ceux de l'agence spatiale chinoise. L'US Navy a elle aussi des ambitions spatiales. Elle a donc intégré une expérience visant à produire de l'énergie grâce à des panneaux solaires, pour ensuite la convertir en micro-ondes, dans le but d'étudier comment cette énergie pourrait être transmise entre l'orbite et la Terre. Peut-être une piste pour de futures fermes solaires. Reste à voir si cette nouvelle mission battra elle aussi des records de longévité. On ne devrait pas avoir la réponse avant au moins 2 ans et demi. Chez SpaceX, le Starship va bien, ce qui est presque surprenant. Le prototype SN4 du futur grand vaisseau interplanétaire a réussi à passer avec succès une série de tests. Ses réservoirs ont été mis sous pression, d'abord à 4,9 bars, puis à 7,5 bars, et il a procédé avec succès à 2 courtes mises à feu de son moteur. Pas d'explosion, pas d'effondrement. Le SN4 fait clairement mieux que ses grands frères. Le dernier test de mise sous pression était assez différent du premier. En plus d'amener les réservoirs dans des conditions proches de celles nécessaires au vol habité, le vaisseau a simultanément été torturé par des béliers hydrauliques pour simuler la poussée de 3 moteurs Raptor. Voilà qui semble en tout cas indiquer que SpaceX est prêt à faire voler son dernier bébé, du moins jusqu'à 150 mètres d'altitude. En Floride, on a décidé de ressusciter une vieille idée. Une équipe universitaire a testé pour la première fois un moteur à détonation rotative brûlant de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce concept propose d'entretenir une réaction en chaîne d'explosion dans une chambre circulaire pour propulser une fusée. Ce type de système est prometteur car il permettrait de se passer de turbopompes et donc de simplifier et d'alléger les moteurs fusées. Il reste cependant énormément de travail de recherche à effectuer. L'équipe à l'origine du prototype en est encore à essayer de comprendre de quelle manière leur moteur fonctionne exactement. La dynamique complexe d'ondes de choc se propageant successivement dans une chambre fermée est un véritable casse-tête mathématique. Pour finir ce DNDE, on va revenir sur un mystère qu'on a déjà plusieurs fois évoqué sur cette chaîne. Les FRB sont des signaux radio très succincts qui ont été découverts en 2007 par un étudiant travaillant sur les données du radiotélescope Parkes. D'une durée de quelques millisecondes tout au plus, ils restent pour le moment sans explication. Le mystère est rendu double par le fait qu'il existe en fait 2 types de FRB, les simples et les répétés. Ce qui pousse les astronomes à penser qu'ils sont issus de 2 phénomènes différents. Ils ont toutefois un point commun, ce sont des signaux très puissants. Ils ont été émis depuis des sources extragalactiques et ont voyagé sur des millions, voire des milliards d'années-lumière pour arriver jusqu'à nous. Plusieurs hypothèses ont été émises quant à leur origine. Des collisions d'étoiles à neutrons, des supernovas particulièrement énergétiques, des effets quantiques prenant naissance dans certains milieux extrêmes. Pour le moment, aucune de ces explications ne fait consensus. Les FRB répétés suggèrent une source récurrente, typique par exemple d'une orbite, où les conditions produisant le sursaut radio se reproduisent régulièrement. FRB 180916 rentre dans ce schéma. Cette source émet ses sursauts radio avec une régularité frappante, étalée sur une période de 16 jours, 4 jours de FRB suivis de 12 jours de silence. Le mystère va peut-être s'éclaircir avec la découverte d'un nouveau signal. Fin avril, plusieurs équipes ont rapporté la détection d'un nouveau FRB.
Ce dernier est étonnamment proche. Sa source se situe à 30 000 années-lumière environ, ce qui en fait le premier sursaut radio rapide à être détecté dans la Voie lactée. On a même pu remonter à l'objet coupable, un magnétar, une étoile à neutrons dotée d'un champ magnétique très intense. Des observations supplémentaires menées par l'Observatoire intégral de l'ESA ou le gigantesque radiotélescope chinois FAST ont permis de détecter un sursaut supplémentaire et de les associer à des sursauts gamma ou en rayons X en provenance de la même source. Le signal est très puissant. S'il avait été produit à 500 millions d'années-lumière, il aurait tout de même pu être détecté sur Terre. Il reste toutefois faible par rapport à d'autres sources qui ont été détectées jusqu'à 3 milliards d'années-lumière de distance. Le lien entre FRB et magnétar n'est donc pas complètement établi. Disons qu'il est maintenant très probable. Peut-être que nous détectons seulement les événements les plus puissants émis dans d'autres galaxies. D'autres FRB plus fréquents mais moins énergétiques ne parviendraient jamais jusqu'à nous. Cela ne nous dit pas non plus si les magnétars expliquent tous les types de FRB. Il faut peut-être explorer différentes combinaisons pour expliquer la diversité des signaux observés. Des magnétars seuls ou orbitant au sein de systèmes doubles, des couples de magnétars peut-être, voire d'autres objets capables de reproduire le même type de signal. Évidemment, ceux qui espèrent un signal issu d'une civilisation extraterrestre seront déçus. Mais qui sait, après les pulsars et les FRB, peut-être qu'un autre signal mystère viendra exciter les imaginations. Et nous voici déjà arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. On répondra à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 24 mai à 18h. Vous pouvez par ailleurs consulter la description de la vidéo pour retrouver nos sources, des liens pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou pour écouter nos podcasts. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi à 18h pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.